Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on parle de 2GM Tactics. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 30 à 120 minutes à partir de 12 ans. C'est un jeu de Proyecto Enigma, il est illustré par Ramsès Bosquet, Mathias Cazorla, ainsi que Proyecto Enigma. Le jeu est édité par Dracos ID. 2GM Tactics est un jeu de cartes de stratégie militaire se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque carte représente une unité et les joueurs prennent le commandement de leur propre armée. Votre objectif, construire le meilleur deck possible pour remplir vos missions et amener votre armée à la victoire. Équipez vos soldats, déployez des unités de tout type, infanterie, blindés, artillerie ou même transport, demandez un appui aérien pour tromper l'ennemi. Vous pourrez incarner des généraux tels que Patton ou Rommel, conquérir des bâtiments, anéantir vos ennemis et dominer le champ de bataille. Le jeu propose différents scénarios historiques comme le débarquement de Normandie, défendre Monte Cassino ou encore se retrancher dans les Ardennes. Il y a plusieurs modes de jeu comme la bataille royale, dans lequel les joueurs définissent un nombre de points pour construire leur deck, préparent le champ de bataille et s'affrontent jusqu'à la destruction du quartier général adverse, ainsi que des scénarios, historiques ou non, avec des règles de déploiement, de terrain et des conditions de victoire spécifiques. À chaque tour, les joueurs obtiennent un certain nombre de points d'action qu'ils utilisent pour déployer de nouvelles unités sur le terrain ou jouer des cartes de soutien. Ces points peuvent augmenter au fil de la partie en fonction de différentes conditions. Dans cette boîte, vous retrouverez un deck pour l'armée américaine, un deck pour l'armée allemande et un deck de terrain recto-verso pour représenter les différents champs de bataille. Chaque armée dispose d'unités uniques, dotées de capacités spécifiques et d'équipements. Les cartes de soutien incluent du matériel, des promotions, des mines et bien d'autres options tactiques. Le deck de terrain permet de rendre chaque bataille unique grâce à une grande variété d'environnements. Enfin, il y a également des cartes d'aide de jeu, des généraux qui apportent des bonus, 2 dés à 10 faces, plus de 100 tokens pour les différentes conditions. Et je vous parlerai également de l'extension France, de l'extension Royaume-Uni et de l'extension Total War. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le matériel du jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des grandes règles du jeu, de ces grandes mécaniques. Il y a aussi des règles avancées, je partirai pas sur ça, mais vraiment déjà toutes les règles de base, que vous ayez une idée de comment fonctionne le jeu et de ses tenants et de ses aboutissants. Je vous parlerai du mode solo, et on parlera de 3 extensions également. 2GM est un jeu de guerre qui plonge les joueurs sur le front ouest européen pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de la 3e édition de la série des jeux 2GM Tactics, entièrement compatible avec tout le matériel déjà publié. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs avec un fort aspect de construction d'armée, où les cartes représentent les unités militaires et les actions qu'elles peuvent effectuer sur le champ de bataille. Chaque joueur peut construire son propre deck d'armée en fonction de ses objectifs, du scénario du jeu et de sa stratégie. Une fois la partie commencée, les joueurs jouent à tour de rôle jusqu'à ce qu'une faction remplit ses conditions de victoire. Il est conseillé, si c'est la première fois que vous jouez à un jeu de plateau de GM, de jouer avec la règle de base, afin de vous familiariser avec les mécaniques du jeu. Si vous avez déjà l'habitude, il y a des règles avancées. Les règles avancées comprennent de nombreuses règles supplémentaires qui approfondissent les différents aspects du jeu. Quel est donc l'objectif ? L'objectif du jeu varie selon le type de bataille choisi. Pour remporter la victoire, un joueur ou une équipe doit remplir une ou plusieurs conditions de victoire. Dans une bataille rangée, l'objectif est de détruire le quartier général ennemi. Dans un scénario historique, il faut accomplir les objectifs indiqués dans la description du scénario du livre de campagne. Cela peut impliquer de détruire un certain nombre d'unités ennemies, de détruire ou capturer un lieu ou un bâtiment spécifique sur le champ de bataille, d'atteindre une position donnée ou de résister pendant un certain nombre de tours. Un joueur ou une équipe peut également remporter la partie en forçant l'ennemi à se rendre, ou si l'adversaire n'a plus de cartes dans son deck et dans sa main. Quels sont les différents types de cartes que vous allez retrouver dans le jeu ? Les différents types de cartes peuvent être facilement identifiés grâce à l'icône située dans le coin supérieur droit. Il y a d'abord les cartes d'unité, c'est celles que vous voyez ici. Elles représentent les troupes, les véhicules ou l'artillerie. Certaines de ces cartes indiquent l'année à laquelle elles sont entrées en service. Cette information n'est pertinente que dans les scénarios historiques. Le dos de la carte indique le pays. Pour déployer ces cartes sur le champ de bataille, il faut payer le coût de déploiement. Les unités sont regroupées en 5 catégories. Ici, c'est l'infanterie. Elle constitue le noyau de votre armée, se divise en infanterie légère et infanterie lourde. Il existe également des unités équipées d'armes spéciales et de matériel de communication militaire. Ici, nous avons l'artillerie, les pièces d'artillerie, batteries anti-aériennes et canons anti-chars. Ici, nous avons les chars. Ils sont la pointe de votre armée, alliant mobilité et blindage. On distingue les chars légers, moyens et lourds. Ici, nous avons les véhicules de transport. Ils sont responsables de la mobilité et de la logistique. Il existe une grande variété de véhicules, avec des niveaux de blindage, d'armement et de fonctionnalités différents. Et ici, nous avons les avions. Divisés en chasseurs et bombardiers, ils combinent vitesse et puissance destructrice sur le champ de bataille. Ici, nous avons les cartes de soutien. Ces cartes améliorent les performances des unités pendant le combat et décrivent des actions ou situations qui se déroulent lors de la bataille. Le dos de la carte, encore une fois, indique le pays. Sauf indication contraire sur la carte, elles sont jouées en payant leur coût de déploiement. Il existe 4 catégories. Ici, les supplies, le ravitaillement. C'est des cartes à effet immédiat, elles sont défaussées après utilisation, sauf mention contraire sur la carte. Ici, les cartes de promotion. C'est des cartes qui améliorent automatiquement une unité, la faisant passer au rang vétéran ou élite si certaines conditions sont remplies. Elles sont défaussées après utilisation. Ici, les upgrades ou améliorations. Ces cartes sont placées sous unité déployée.
Leur effet dure un tour ou toute la partie, selon ce qui est indiqué sur la carte. Et ici, les cartes spéciales. C'est des cartes représentant des armes spéciales et des tactiques uniques propres à chaque armée. Ici, ce sont les cartes de terrain. Ces cartes ne feront pas partie du deck d'armée d'un joueur et n'appartiennent à aucun pays spécifique. Elles sont placées sur le champ de bataille au début de la partie, et y restent pendant toute la durée du jeu ou jusqu'à leur destruction. Il existe deux catégories. Naturelles, elles représentent le paysage naturel et les caractéristiques géographiques du champ de bataille. Le terrain naturel comprend les montagnes, forêts, buissons, rivières, lacs et mers. Et ici artificiel. Ces cartes représentent des structures humaines. Le terrain artificiel comprend les bâtiments, bunkers, barrières, tranchées, murs, etc. Et ici les cartes d'officiers généraux. Elles représentent les officiers supérieurs qui dirigent les troupes au combat. Les cartes d'officiers généraux forment un deck séparé. Un général ne peut être déployé à côté de son quartier général que dans certaines circonstances, et ses capacités innées profitent aux troupes sous son commandement. Comment donc lire les cartes? Ici, nous avons le nom. Ici, le coût de déploiement et l'armée. Ici, le type de carte, année et point de mouvement. Ici, le profil caractéristique. Ici, les améliorations offensives et ici, les améliorations défensives. Ici, le coût de déploiement. Ici, le type de carte. Et ici, finalement, les caractéristiques. Le coût de déploiement, ce sont les points d'action en PA que vous devez payer pour utiliser ou déployer des cartes et des unités sur le champ de bataille. Les PM, les points de mouvement, c'est le nombre de cases qu'une unité peut parcourir sur le champ de bataille. Vous retrouvez ici, la portée, c'est la distance en nombre de cases à laquelle une arme peut tirer. Là, vous le retrouvez à cet endroit-là. Précision, évasion. La précision indique le résultat du dé que vous devez obtenir ou dépasser pour réussir ou infliger un coup critique avec l'unité. L'évasion indique un modificateur appliqué à la valeur de précision de l'attaquant. C'est ce que vous avez à cet endroit-là. Ici, c'est le pouvoir pénétrant. La capacité d'une arme à percer le blindage ennemi à l'impact. Ici, ce sont les dégâts. Les blessures qu'une unité inflige lorsqu'elle touche une unité ennemie. Ici, le blindage, c'est la valeur de défense de l'unité. Et à côté, ce sont les points de vie. La quantité de dégâts qu'une unité peut subir avant d'être détruite. Lorsqu'il y a des améliorations, ce sont d'autres armes qui peuvent être utilisées pour équiper l'unité. Les capacités spéciales, ce sont des mots-clés identifiant les aptitudes propres à certaines unités. Vous retrouvez les descriptions soit dans le livret de règles avancées et sur la carte de référence des capacités. Ici, c'est le quartier général. Le quartier général est le centre des opérations où la bataille est dirigée. Chaque joueur commence la partie avec son propre QG déployé sur le champ de bataille, au centre de son côté du plateau de jeu. Comme vous voyez, vous le mettez ici. Et surtout le plateau, j'expliquerai au fur et à mesure, mais il y a des choses à mettre, et il y a un autre pan de l'autre côté. Le QG est considéré comme une case supplémentaire sur le plateau, adjacente aux deux cases centrales, de la ligne de déploiement de chaque joueur. Pendant la partie, lors de la phase du quartier général, des points d'action sont générés et placés sur votre quartier général. Chaque quartier général génère un point d'action par tour. Certaines actions du jeu nécessitent de dépenser des points d'action. Les quartiers généraux ont un nombre maximum de points d'action qu'ils peuvent stocker et conserver pour le tour suivant. Les points d'action, ce sont ces jetons-là. La capacité de points d'action stockés ne peut jamais dépasser cette limite, sauf si une carte ou un effet spécifique indique le contraire. Les quartiers généraux ont un nombre spécifique de points de vie, représentant les dégâts qu'ils peuvent subir avant d'être détruits. Ils sont immunisés aux coups critiques, qui sont simplement considérés comme des coups normaux. De plus, chaque QG peut acquérir une carte d'officier général. Pour cela, pendant une bataille rangée, vous devez jouer la carte générale, carte de soutien, depuis votre main et choisir l'une des cartes officiers généraux disponibles. Dans un scénario historique, les officiers généraux requis par le scénario sont déployés dès le début de la partie. Dans une bataille rangée, l'objectif est de détruire le QG ennemi pour obtenir la victoire. Dans un scénario historique, vous pouvez choisir de détruire le QG ennemi, même si ce n'est pas le but principal du jeu. Si cela se produit, le QG ennemi ne pourra plus générer ni stocker de points d'action. De plus, il ne pourra plus déployer des cartes officiers généraux qui devront être défaussés. Différents types de jetons sont utilisés tout au long de la partie. Ils sont placés sur les cartes pour représenter les blessures, les améliorations, ainsi que d'autres effets et situations se produisant pendant la bataille. Les jetons d'amélioration représentent différentes armes et compétences que vous pouvez équiper sur vos unités dès leur déploiement sur le champ de bataille. Les améliorations de rechargement comportent une petite flèche tournante dans le coin supérieur droit de l'icône. Il doit être retourné pour indiquer qu'ils ont été utilisés et que leur effet n'est plus actif. Une fois retourné, ces jetons affichent la même image en gris, comme ceci. Les améliorations que rechargement représentent des armes qui nécessitent généralement plus de temps pour se recharger ou refroidir avant d'être réutilisées. Dans le meilleur des cas, elles ne peuvent être utilisées qu'une fois tous les 2 tours. Les améliorations spéciales, telles que la mitrailleuse lourde ou le mortier, qui affichent une petite étoile dans le coin supérieur droit du jeton. Leur fonctionnement est décrit dans la section des capacités spéciales du livret de règles avancées. Ici nous avons les dés. Ça se joue avec 2 dés à 10 faces, numérotés de 1 à 10. Les dés sont lancés pour tenter de réussir des touches sur des cibles spécifiques. Un lancer de 10 correspond toujours à un coup critique. Le champ de bataille, qui est donc le plateau, le jeu se déroule sur un plateau divisé en 6 rangées, comportant 48 cases au total. Pour chaque joueur, la rangée 1 est la plus proche de son quartier général et la rangée 6 la plus éloignée, c'est-à-dire la plus proche du QG ennemi. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 et celle qui est là, ce sera la 6e. Pendant votre tour,
vous pouvez déployer des cartes d'unités sur la première rangée, appelée la ligne de déploiement, à cet endroit-là. Lors des tours suivants, vous avancez vers l'ennemi afin d'atteindre l'objectif déterminé par le type de bataille et le scénario choisi. Le terrain naturel et le terrain artificiel façonnent le champ de bataille. Avant le combat, les terrains sont placés sur le plateau, selon les règles de placement du terrain décrites dans la section préparation de la bataille. Quelques concepts liés au plateau de jeu. La ligne de déploiement, c'est la première rangée adjacente au QG de chaque joueur. Pendant la phase de déploiement, les unités peuvent être placées sur n'importe quelle case de cette rangée. La ligne de front, c'est la rangée du champ de bataille la plus avancée occupée par l'une de vos unités, par rapport à votre ligne de déploiement. C'est-à-dire que si j'ai une carte ici, ma ligne de front sera là. Si j'ai une carte ici, ma ligne de front sera à cet endroit-là. La ligne de ravitaillement, elle s'étend de la ligne de déploiement jusqu'à la ligne de front, ou aussi loin que possible, tant que vous avez au moins une unité sur chaque rangée. Si une ou plusieurs rangées sont vides, la ligne de ravitaillement est rompue. Pendant la phase du quartier général, vous recevez les points générés par votre QG, généralement un point, plus un point supplémentaire pour chaque rangée formant une ligne de ravitaillement ininterrompue. La ligne de ravitaillement n'est pas affectée par la destruction du QG si vous jouez un scénario historique où les QG ne sont pas l'objectif. Par exemple, ici, mon déploiement, ma ligne de front, mais vu qu'il n'y a pas d'unité ici, ma ligne de ravitaillement, elle est juste ici. Les cartes de terrain forment un deck séparé. Vos unités peuvent se déplacer sur un terrain en plaçant simplement la carte d'unité au-dessus de la carte terrain. Certaines cartes terrain offrent aux unités un couvert supplémentaire, rendant celle-ci plus difficile à toucher. Le terrain fournit alors un modificateur d'évasion à l'unité arbitrée, comme il est indiqué sur la carte. Certaines cartes terrain imposent une limite du nombre ou type d'unités pouvant occuper le terrain, tandis que d'autres indiquent le nombre de points de vie que le terrain peut subir avant d'être détruit et retiré du champ de bataille. Lorsqu'une unité tire sur une carte de terrain inoccupée, elle touche automatiquement le terrain. Si l'unité tire sur un terrain occupé, c'est l'unité occupant le terrain qui est la cible de l'attaque. Le terrain subit alors la même quantité de dégâts infligés à l'unité. Les coups critiques détruisent les bâtiments automatiquement, les terrains qui subissent uniquement les dégâts normaux causés par l'unité de l'attaquante. Quand un terrain est détruit, retirez la carte du champ de bataille. Si l'unité occupait ce terrain, elle perd immédiatement tout abri au bonus fourni par la carte terrain. Les cartes de terrain avec le mot-clé indestructible, mise aux dégâts, font exception. Pour les bâtiments, ce sont des cartes terrain avec le mot-clé bâtiment. Elles obéissent à des règles supplémentaires. Les bâtiments offrent un bonus de blindage aux unités qui s'y trouvent, en plus du couvert. Lorsque le bâtiment est détruit, la carte n'est pas retirée du champ de bataille. Elle reste en jeu jusqu'à la fin de la partie en tant que ruine. Vous retournez immédiatement la carte pour montrer sa face ruine. Si une unité se trouve à l'intérieur du bâtiment au moment de sa destruction, elle est automatiquement détruite. Il existe 3 types de terrain. Normal, difficile et inaccessible. Les terrains et les unités n'obstruent pas la ligne de vue lors de l'attaque contre l'ennemi. Pour le type de terrain normal, ce type de terrain n'a aucune restriction. Les unités peuvent le traverser sans pénalité. Le terrain difficile. Ce type de terrain comporte le mot-clé difficile sur la carte. Les unités doivent dépenser tous leurs points de mouvement restants pour y entrer. Elles dépensent également tous leurs PM pour en sortir ou se déplacer vers une case adjacente portant le même mot-clé. Les terrains inaccessibles. Ce type de terrain comporte le mot-clé inaccessible sur la carte. Les unités ne peuvent jamais pénétrer sur un terrain inaccessible, quelle que soit la situation. Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet maintenant que vous avez tous les concepts du jeu. Avant de commencer une partie, vous décidez du type de bataille, vous constituez vos decks d'armée, puis vous mettez en place le champ de bataille. Vous devez d'abord vous mettre d'accord pour savoir si vous jouez une bataille rangée ou un scénario historique. Dans une bataille rangée, la limite maximale est de 120 points, bien que vous puissiez convenir d'une autre limite. Vous pouvez également définir d'autres restrictions concernant les unités, les terrains et les cartes autorisées ou interdites. Déterminez également une limite de temps pour la partie si vous le souhaitez. Une fois le temps écoulé, par exemple 60 minutes, jouez un dernier tour. Le QG ayant subi le plus de dégâts perd la partie. Un scénario historique se joue selon les règles spécifiques au scénario. Ces scénarios se trouvent dans le livre de campagne. En général, ce type de bataille impose davantage de restrictions, comme une limite de points, de type d'unité ou des conditions de victoire précises. Par exemple, les scénarios historiques définissent souvent une limite d'années pour les unités pouvant être utilisées en combat. Les unités entrées en service après cette année ne peuvent pas être incluses dans les decks, car elles n'existaient pas encore à cette période. Et donc pour vous montrer tout de même, donc ça c'est le livret de campagne avec tous ces scénarios. Vous avez vraiment de quoi jouer un long moment. Au début du jeu, chaque joueur choisit un camp et construit son deck, comme il le souhaite en respectant la limite de points établie au préalable. Il n'existe pas de nombre minimum ou maximum de cartes dans un deck, sauf le nombre total de cartes disponibles dans la boîte de jeu. Pour vos parties, il est tout de même recommandé de construire un deck composé d'environ 75% de cartes unités et de 25% de cartes soutien. Au moins la moitié des cartes d'unité devraient être des unités d'infanterie. Pour construire un deck, additionnez le coût de déploiement indiqué sur chaque carte. Si le coût d'une carte est X, il compte pour 5 points, uniquement pour la création du deck. La somme totale des coûts de déploiement de vos cartes ne peut jamais dépasser la limite de points fixée. Par exemple, une carte d'infanterie lourde coûte 2 points, chance coûte 1 point, allié coûte 1 point, etc. Pour le placement des cartes de terrain naturel, dans un scénario historique, le champ de bataille est prédéterminé. Pour sélectionner le paysage naturel du champ de bataille dans une bataille rangée, vous allez suivre ces règles. Vous utilisez 2 dés à 10 faces.
l'un représentant les dizaines et l'autre les unités. Le résultat de 10 sur un dé est considéré comme 0. Lancez 2 dés 10 pour déterminer le nombre de terrains à placer sur le champ de bataille et vous avez un tableau dans le livret de règles pour cela. Ensuite, lancez autant de 1 dés 10 que le nombre de cartes obtenues à l'étape précédente. Et le type de chaque carte terrain est également indiqué dans un tableau. Si vous décidez d'inclure une rivière ou une mer, décidez-le avant de lancer les dés. Les joueurs doivent se mettre d'accord sur l'emplacement de la rivière ou de la mer. Si aucun accord n'est trouvé, la rivière ou la mer ne sera pas incluse dans la partie en cours. Si à tout moment le résultat d'un dé correspond à un terrain disponible, relancez les dés. Enfin, déterminez la position de chaque carte terrain sur le champ de bataille en lançant de nouveau les dés. Et vous reportez au tableau du livret de règles. Sur un emplacement déjà occupé par une autre carte terrain, relancez les dés jusqu'à ce que toutes les cartes terrain soient placées. Dans les batailles rangées, les joueurs commencent la partie avec 5 points d'action. Chaque joueur peut dépenser secrètement autant de points d'action qu'il le souhaite, par exemple en les cachant dans son point fermé, dans le but d'obtenir l'initiative. Les deux joueurs lancent simultanément un dé 10, révèlent les points d'action dépensés, puis ajoutent ces points à leur jet de dés. Le joueur ayant obtenu le plus haut résultat total, dés plus points d'action utilisés, obtient l'initiative et décide qui joue en premier. En cas d'égalité, relancez les dés en gardant le même nombre de points utilisés. Les points dépensés de cette manière peuvent être utilisés pour placer du terrain artificiel sur le champ de bataille dans votre deuxième et troisième rangée. Le joueur ayant l'initiative décide également qui place le terrain en premier. Une fois qu'un joueur a placé tout son terrain artificiel, son adversaire fait de même. Ensuite, vous mélangez vos decks d'armée et vous piochez 5 cartes au hasard pour former votre main de départ. Si le joueur n'aime pas sa main initiale, il peut remettre les cartes dans le deck, les mélanger à nouveau et piocher 5 nouvelles cartes. Cette action n'est possible qu'une seule fois. Dans les scénarios historiques, les joueurs commencent avec le nombre de points d'action et de cartes en main indiqués dans la description de chaque scénario. Si le scénario le permet, les points d'action peuvent être utilisés pour déployer du terrain artificiel, selon les règles indiquées dans le scénario ou selon les règles de placement que je viens de vous expliquer. Les joueurs peuvent également repiocher leur main de départ en procédant de la même manière une seule fois. Attention tout de même, les cartes de terrain artificiel ne peuvent jamais être placées sur un terrain naturel. Comment se passe donc maintenant un tour de jeu? Les joueurs jouent chacun leur tour complet, comprenant 9 phases. Si un camp est composé de 2 joueurs, ils effectuent leur séquence de tours simultanément en réalisant les actions de chaque phase dans l'ordre déterminé par le joueur prioritaire. Vous avez des règles très complètes dans les livrets avancés pour les parties à plus de 2 joueurs. Il y a d'abord une phase initiale. Durant cette phase, les effets de certaines cartes prennent fin. Jetons des capacités spéciales à durée limitée telles que pendant un tour ou durant ce tour. Sauf indication contraire ou effet permanent, un effet se termine généralement durant cette phase. Par exemple, l'effet d'une grenade fumigène se termine au début du tour du joueur suivant. En revanche, l'effet d'un écran de fumée se termine au début du prochain tour du joueur qui a joué cette carte. Ainsi, l'effet reste actif pendant le tour de l'adversaire. Ensuite, la phase de quartier général. Les points d'action sont générés durant cette phase. Prenez les jetons de points d'action et placez-les sur votre quartier général. Ils sont générés de 3 manières différentes. Le jeu quartier général génère 1 point. La ligne de ravitaillement. Chaque rangée consécutive à partir de votre QG et occupée par au moins une unité génère plus 1 point. Et finalement, les cartes spéciales. Certaines unités et cartes de soutien déployées génèrent également des points. Le nombre de points d'action générés dépend du texte de la carte et parfois de sa position sur le champ de bataille. Ensuite, une phase de cartes. Piochez de cartes et ajoutez-les à votre main. Il n'y a pas limite de cartes dans votre main pendant votre tour. Cependant, à la fin de votre tour, phase de défausse, vous ne pouvez pas avoir plus de 5 cartes en main. La phase de mouvement. Durant cette phase, vous pouvez déplacer toutes les unités déployées sur le champ de bataille. Les unités peuvent se déplacer de manière orthogonale vers l'une des 4 cases adjacentes, haut, bas, gauche, droite. Elles ne peuvent pas se déplacer en diagonale et n'ont pas l'obligation d'utiliser tous leurs points de mouvement. Donc, une unité qui dispose de 3 points de mouvement peut se déplacer de 0, 1, 2 ou 3 cases. Les unités peuvent traverser une case occupée par une autre unité alliée, mais ne peuvent pas terminer leur mouvement sur cette case, sauf dans certains cas particuliers. À titre d'exception, 2 unités utilisant un point de mouvement peuvent échanger leur position. Les unités ne peuvent jamais traverser une case occupée par une unité ennemie. Il y a aussi la possibilité d'un assaut. Une unité d'infanterie peut assaillir une case occupée par une unité ennemie. Une case faisant l'objet d'un assaut peut également contenir des cartes de terrain naturelles ou artificielles qu'il faut prendre en compte en raison des pénalités éventuelles. Un assaut est initié pendant la phase de mouvement, mais il peut être résolu pendant la phase de tir. Pour effectuer un assaut, déplacez une unité sur une case occupée par une unité ennemie. Déclarez l'assaut et placez votre unité partiellement sur celle de l'adversaire. L'unité attaquante doit avoir suffisamment de points de mouvement pour effectuer l'assaut, celui-ci étant considéré comme un mouvement normal. Une fois l'unité assaillante déplacée, reprenez le reste de votre phase de déploiement, puis résolvez l'assaut pendant votre phase de tir. Les unités d'infanterie peuvent bénéficier d'un couvert partiel en se déplaçant aux côtés d'unités blindées, telles que les chars ou les véhicules de transport, sur la même case. L'unité gagne alors un modificateur d'évasion de plus en plus 1. Pour qu'une unité d'infanterie bénéficie du mouvement à couvert, 2 conditions doivent être remplies. Vous devez déclarer ce mouvement et indiquer les unités concernées. Les 2 unités doivent se déplacer ensemble sur au moins une case, selon le nombre de points de mouvement de la carte ayant la valeur la plus basse. Les 2 unités doivent occuper la même case. De plus, d'autres règles doivent être prises en compte. L'unité ne bénéficie plus du couvert si les 2 unités sont séparées à un moment quelconque de la phase de mouvement ou si l'une d'elles est détruite. Pendant la phase de déploiement, 2 unités peuvent être déployées simultanément sur la même case, à condition que le joueur le déclare. Pendant la phase de tir, l'ennemi peut choisir quelle unité cibler, comme d'habitude, celle offrant le couvert ou celle qui s'en abrite.
en gardant à l'esprit que l'unité abritée bénéficie des bonus d'évasion de plus en plus amples. L'unité d'infanterie embarquée dans un véhicule de transport ne peut pas bénéficier du mouvement à couvert, car elle se trouve à l'intérieur du véhicule et non derrière lui. La phase de déploiement. Les unités sont déployées depuis votre main sur le champ de bataille sur votre ligne de déploiement. Une unité ne peut pas être déployée sur la même case qu'une autre unité, sauf si vous utilisez le mouvement à couvert, le transport ou les capacités de remorquage. Les cartes de soutien sont également déployées pendant cette phase, sauf indication contraire sur la carte. Le coût de déploiement en point d'action d'une carte d'unité ou de soutien est indiqué dans le coin supérieur gauche de la carte. Certaines unités peuvent être déployées avec différentes améliorations offensives ou défensives, selon les besoins du joueur. Les améliorations disponibles pour une unité et leurs coûts supplémentaires sont indiqués dans la partie inférieure de la carte. Les améliorations offensives sont à gauche, les améliorations défensives, les améliorations défensives à droite. Le coût des améliorations est ajouté au coût de déploiement lorsque l'unité est déployée. Les unités d'infanterie sont limitées à une seule amélioration offensive et une seule défensive. Les autres types d'unités n'ont pas cette restriction. Une unité ne peut pas se déplacer pendant le tour où elle a été déployée, car la phase de mouvement se déroule avant la phase de déploiement. Sauf si la carte d'unité ou une carte de soutien indique le contraire. Dans ce cas, la case de déploiement ne compte pas dans les points de mouvement de l'unité. Ensuite, la phase de tir. Dans cette phase, le joueur actif résout les attaques ainsi que les assauts initiés pendant la phase de mouvement. Le joueur actif peut choisir l'ordre dans lequel il résout chaque attaque ou assaut, mais il doit terminer entièrement la résolution d'une attaque ou d'un assaut avant de passer au suivant. Chaque unité peut tirer une seule fois par tour. Les joueurs peuvent incliner la carte sur le côté pour rappeler qu'elle a déjà tiré. À la fin du tour, ils peuvent remettre la carte en position verticale. Cependant, une unité équipée avec plusieurs armes, jetons d'amélioration, peut tirer une fois avec chaque arme. Les unités peuvent tirer orthogonalement dans n'importe quelle direction. La portée de l'arme doit être prise en compte à chaque tir. Une unité ne peut pas cibler une unité hors de portée. La portée de l'arme principale est indiquée sur la carte. Portée d'amélioration est précisée sur la carte de référence des améliorations de chaque pays. Les terrains ou autres unités entre l'unité attaquante et la cible n'obstruent pas la ligne de vue. Pour déterminer si un ennemi est à portée, comptez la distance en case entre l'attaquant et la cible, orthogonalement, comme si vous déplaciez l'unité. La carte d'unité indique la précision de l'unité, le chiffre qu'il faut obtenir ou dépasser avec un des 10 pour toucher la cible. La précision indique aussi le résultat requis pour un coup critique qui détruit automatiquement l'unité ennemie. Certaines cartes ou jetons peuvent modifier la difficulté du jet. Cependant, un jet de 10 est toujours un coup critique. Une fois qu'il est confirmé que l'attaquant a touché la cible et possède une pénétration suffisante, l'attaquant vérifie les dégâts infligés, tels qu'indiqués sur la carte d'unité. La cible subit alors un nombre de blessures égal aux dégâts de l'unité attaquante. Placez autant de jetons blessures sur la carte que le nombre de blessures infligées. Si l'unité subit un nombre de blessures égal ou supérieur à sa valeur de points de vie, elle est détruite et placée sur une pile de défausse de son propriétaire. Les unités ayant tiré avec des armes dotées d'une amélioration de rechargement, c'est la petite flèche tournante, doivent retourner le jeton pour indiquer que l'arme n'est plus active ni disponible. De plus, le jeton doit être légèrement incliné, avec un coin tourné vers le bas, pour indiquer que l'arme a été utilisée. Si un assaut a été déclaré pendant la phase de mouvement, il est résolu pendant cette phase. L'unité défensive effectue d'abord un tir de réaction avant l'assaut, avec l'une de ses armées. Ce tir est considéré comme une action de tir supplémentaire pendant le tour d'un autre joueur. L'unité pourra donc tirer normalement pendant son propre tour, sauf pour les armes à rechargement qui doivent être retournées comme d'habitude. Si l'unité attaquante n'a pas été détruite, elle peut alors tirer avec l'une de ses armes, en ignorant la pénétration de blindage et la valeur de blindage des unités concernées. Les unités ne peuvent pas tirer avec des armes inactives, ni avec des armes à rechargement déjà utilisées. Si l'attaquant détruit le défenseur, il occupe la position ennemie. Sinon, l'unité retourne à sa position d'origine avant l'assaut. Après la résolution de l'assaut, l'unité peut tirer normalement avec ses armes restantes. Lorsqu'une unité subit un tir intense provenant de 2 unités ennemies ou plus, on place sur elle un jeton feu de suppression. C'est ce jeton-là. Les unités attaquantes doivent être capables d'endommager la cible, c'est-à-dire que leur valeur de pénétration de blindage doit être suffisante pour atteindre l'unité ennemie. Pour indiquer qu'une unité est sous feu de suppression, le joueur attaquant place le jeton correspondant sur l'unité ennemie dès qu'une deuxième unité tire sur la même cible. Jusqu'à la prochaine phase initiale du joueur actif, celui qui a placé le jeton, l'unité affectée subit -1 PM et un malus de +1 à la précision. Ici, ce sont les jetons de blessure. Une unité diminuée en combat et subit un malus de +1 à la précision pour chaque blessure subie, jusqu'à un maximum de 3 jetons de blessure. Les blessures sont indiquées en plaçant un jeton de blessure sur la carte de l'unité. De plus, si l'unité a déjà subi 3 blessures, elle sera détruite si elle encaisse un nouveau coup. Il y a ensuite une phase de réactivation. Cette phase ne concerne que les armes à rechargement et les améliorations spéciales. Les autres types de jetons ne sont pas affectés par cette phase. Le jeton d'arme à rechargement qui a été retourné pendant le tour en cours et qui est donc inactif ne doit pas être retourné à nouveau. Ces jetons affichent leur face grise vers le haut et sont inclinés pour rappeler à tous les joueurs qu'ils ont été utilisés pendant le tour. Ainsi, le joueur actif doit retourner tous les jetons non inclinés pour réactiver leur arme, montrant ainsi leur face colorée vers le haut afin qu'elle puisse être utilisée au prochain tour. Ensuite, la phase de défausse. Pendant la phase de défausse, le joueur actif doit défausser les cartes excédentaires jusqu'à un maximum de 7 cartes en main. Le joueur choisit les cartes à défausser et les place face visible sur le dessus de sa pile de défausse, avec le reste de ses cartes de soutien utilisées et unités détruites. Puis vient la phase de fin de tour. Toutes les cartes de soutien, dont les effets durent jusqu'à la fin du tour, sont retirées du champ de bataille et placées dans la pile de défausse de leur propriétaire. Toutes les cartes d'unité inclinées pendant la phase de tir sont redressées et tous les jetons inclinés sont redressés également.
le tour du joueur actif se termine et c'est ensuite au tour de l'adversaire de jouer. Là, je vais vous parler un petit peu des unités de transport qui ont des caractéristiques spécifiques. La plupart des unités de transport ont la capacité de transporter des unités d'infanterie à l'intérieur et de remorquer une unité d'artillerie attachée à l'arrière du véhicule. Cependant, les règles suivantes doivent être respectées. Pour faire monter une unité ou attacher une artillerie à un véhicule de transport, déplacer une unité d'infanterie ou d'artillerie sur la même case que ce véhicule. Si le véhicule de transport ne s'est pas encore déplacé pendant le tour, il peut maintenant se déplacer. Toutefois, si le véhicule a déjà utilisé tout ou partie de ses points de mouvement pour rejoindre l'unité à transporter ou à remorquer, il ne pourra pas se déplacer avant le prochain tour. Vous pouvez déployer une unité de transport en même temps qu'une unité d'infanterie ou d'artillerie sur la même case. De plus, si le véhicule possède la capacité mobilité, il peut se déplacer pendant le même tour où il a été déployé. Les véhicules de transport et les unités transportées ou remorquées se déplacent simultanément. Un tir ennemi cible toujours le véhicule de transport. Si le véhicule est endommagé, l'unité d'infanterie ou d'artillerie qu'il transporte subit la même quantité de dégâts. S'il est détruit, les deux cartes, le véhicule, l'unité transportée ou remorquée, sont retirés du champ de bataille. Pour faire descendre une unité ou détacher une artillerie d'un véhicule, déplacez l'unité concernée sur une case adjacente libre, à gauche ou à droite du véhicule. S'il n'y a pas d'espace libre, les unités ne peuvent pas être séparées. Cette action utilise tous les points de mouvement de l'unité transportée ou remorquée. Parlons maintenant des unités aériennes. Les unités aériennes ne sont pas déployées sur le champ de bataille comme les autres unités. Elles sont placées à côté du QG du joueur. Selon leur capacité, elles possèdent des caractéristiques distinctes. Quelle que soit sa capacité, l'unité aérienne reste à côté du QG jusqu'à ce qu'un joueur décide de l'utiliser pendant sa phase de tir. Pour tirer avec une unité aérienne, il faut choisir une seule cible, parmi les trois options suivantes. Une case du champ de bataille, ou plusieurs cases si l'appareil possède le mot-clé bombardier, le QG ennemi, une unité aérienne ennemie, déployée à côté du QG adverse. Un avion bombardier, ciblant le champ de bataille, peut choisir plusieurs cases, si cela est indiqué dans le texte de la carte. Pour toucher les unités ennemies ou le QG ennemi, il faut appliquer les règles de combat de base. Les unités aériennes sont immédiatement défaussées après utilisation. Les unités aériennes portant le mot-clé chasseur disposent de capacités supplémentaires. Intercepter une unité aérienne ennemie pendant la phase de tir de l'adversaire. L'avion intercepteur tire en premier, escorte un avion bombardier pendant la phase de tir, afin de le protéger contre les interceptions ennemies ou les attaques anti-aériennes. Les avions d'escorte tirent toujours en premier sur un avion intercepteur, mais ils deviennent aussi la cible prioritaire des unités possédant des capacités anti-aériennes. Les unités aériennes utilisées pour intercepter ou escorter sont immédiatement défaussées après utilisation. Je vais maintenant vous parler brièvement du mode solo. Pour le mode solo, vous classez les cartes en piles selon leur type. Infanterie, artillerie, char, véhicule de transport et carte de soutien. Les unités aériennes sont incluses dans cette dernière pile. Si vous décidez de jouer en bataille rangée, vous piochez autant de cartes de chaque type que vous avez inclus dans votre propre deck. Pour chaque avion présent dans votre deck, prenez 2 cartes de la pile de soutien à la place. Ensuite, vous lancez un D10. Donc pour les batailles rangées, vous prenez 5 points d'action et 5 cartes. C'est le joueur qui commence, il y a dépense de points d'action selon le résultat du D10. Puis vous lancez 2 D10 et vous ajoutez les points dépensés pour déterminer qui commence la partie. Vous mélangez toutes les cartes de terrain artificiel et vous les placez selon le points d'action dépensés. Vous avez un tableau également dans le livret de règles. Pour les scénarios historiques, vous prenez les cartes indiquées dans le scénario depuis chaque pile. S'il y a un déploiement initial, le scénario indique le nombre et le type de cartes à utiliser, déployées sur le champ de bataille. Du coût de déploiement le plus élevé au plus faible, d'abord sur les objectifs, puis sur les cartes terrain, et enfin sur les positions permettant de tenir la ligne de ravitaillement. Comment se passe la séquence de tours? Le comportement de l'adversaire est déterminé comme suit. Un scénario historique, l'IA est offensive, deuxième colonne. IA défensive, troisième colonne. Vous avez un tableau pour cela. Elle va soit renforcer les rangées 5 et 6 plus avancées, avancer vers l'objectif sans rompre la ligne de ravitaillement, renforcer l'objectif sans rompre la ligne de ravitaillement. Vous avez tout un tableau dans les livrets de règles afin de gérer l'adversaire qui vous donne vraiment de grosses sensations de jeu. C'est vraiment très bien fait. Ça suit les mêmes règles que le jeu de base. Vous avez donc ce tableau qui vous permet de gérer l'IA. Et afin d'avoir des bonnes sensations de jeu, ça permet de tester des decks de manière très pertinente. Donc vous voyez, pour le solo, moi je me suis beaucoup amusé en solo. C'est un jeu qui fonctionne vraiment très très bien en solo. Ça demande un petit peu de manutention parce qu'il y a pas mal de tableaux et d'ordre de priorité à suivre. Mais ça vous permet de découvrir le jeu et surtout de tester plein de decks différents. Si vous jouez en solo, c'est vraiment un jeu que je conseille très fort. Là, je vais maintenant vous parler de cette extension, donc qui est l'extension Royaume-Uni. Que propose cette extension ? Dans chaque boîte d'extension, vous trouvez l'une des nations ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, faisant partie soit du camp de l'Axe, soit du camp des Alliés. Les boîtes d'extension peuvent également contenir des renforts pour des nations ayant déjà été publiées. Cela permet d'améliorer l'expérience de jeu, les possibilités de construction de deck grâce à toutes les nouvelles cartes incluses. De nouvelles capacités de cartes viennent avec l'extension Royaume-Uni. Vous avez une capacité avec coût X. Pour déployer une carte ayant un coût en point d'action PA indiqué par un X, lisez et suivez les instructions du texte sur la carte et dépensez la quantité de points d'action requise. Lors de la construction de votre deck, ces cartes valent 5 PA. Vous avez le déploiement avancé. Cette capacité permet aux joueurs de déployer des cartes de terrain dans les 2e et 4e rangées incluses, pendant une bataille royale. En d'autres termes, cela ajoute une ligne supplémentaire de déploiement pour les terrains. Les cartes de terrain placées ainsi ne peuvent pas occuper d'espace contenant
un terrain naturel imprimé. Vous avez une capacité qui s'appelle attaque au sol. Les unités avec cette capacité peuvent effectuer leur jet contre les forces terrestres avec un modificateur de -1/+1. Ce ne s'applique pas au QG ennemi. Bombardier en piqué. Les unités anti-aériennes reçoivent un modificateur de +1/+1 sur leur jet contre les unités possédant cette capacité. Les chasseurs, les unités avec cette capacité subissent un modificateur de -1/-1 sur leur jet d'impact contre les unités d'infanterie. Impénétrable, tout dégât critique infligé avec une unité à une unité avec cette capacité est considéré comme un dégât normal. Échange, tout équipement supplémentaire affichant l'icône double flèche peut être choisi comme arme principale de l'unité lors du déploiement. Le lance-flamme remplace alors le canon principal. Utilisez le profil d'attaque du lance-flamme pour toute la partie. Certaines unités blindées sont en effet équipées d'un lance-flamme, comme équipement supplémentaire. Motorisées représentent des unités d'infanterie montées sur des véhicules non blindés, camions, motos. Lorsqu'elles se déplacent, les joueurs peuvent bouger ces unités d'une case en diagonale. Multiple X, les unités avec cette capacité peuvent tirer plusieurs fois avec leur arme principale. Elles reçoivent un modificateur d'impact de +1/+1 pour chaque attaque supplémentaire après la première. Allié Axe, avant le début de la partie, chaque joueur choisit une faction alliée ou de l'Axe pour son armée. Chaque joueur doit ensuite retirer du deck les cartes contenant le mot-clé Only, correspondant à la faction adverse. Pendant la partie, les joueurs peuvent utiliser à tout moment une carte comportant le mot-clé Setup et appliquer immédiatement ses effets. Synergie. Chaque carte de synergie supplémentaire déployée sur le champ de bataille fournit +1 PA pendant la phase de quartier général. Extra lourd. Les unités avec cette capacité ne peuvent pas entrer ni traverser un terrain difficile. Si pour une raison quelconque, une unité avec cette capacité termine son mouvement sur un terrain difficile, elle devient immobile. De plus, ces unités ne peuvent pas traverser les ponts. Donc maintenant on passe à l'extension Total War. Cette extension comprend des cartes d'unités de différentes nations, ayant activement participé à la Seconde Guerre mondiale. Canada, Australie, Pays-Bas, Chine, Pologne, Grèce, Thaïlande, Hongrie, France de Vichy, Bulgarie, Roumanie, Croatie. En complément, cette extension inclut également de nouvelles cartes renforts. Les cartes élargissent la possibilité de jeu, offrent davantage de variété. Vous avez au total 120 cartes, 48 cartes renforts et de nouvelles nations alliées, comme je viens de vous dire. La règle spéciale pour l'utilisation des cartes d'autres nations sont les suivantes. Vous ne pouvez utiliser que des cartes appartenant à des nations alliées de votre camp. Axe ou alliés. Ces cartes ont leur propre dos national. Des cartes possédant la compétence spéciale Setup sont aussi présentes. Avant de commencer la partie, choisissez une carte appartenant à une arme alliée à la vôtre pour chaque carte contenant le mot-clé Setup dans votre deck et placez-la face cachée près du champ de bataille. Vous ne pouvez pas choisir de carte avec le mot-clé Only. Lorsque vous utilisez une carte avec le mot-clé Setup, appliquez les effets indiqués. Par exemple, le joueur italien inclut 2 cartes Total War et une carte alliée dans son deck. Lors de la mise en place, il peut choisir 3 cartes provenant d'une autre nation de l'Axe. Il peut prendre par exemple un char allemand, une unité d'infanterie roumaine et un char roumain. Pendant la partie, lorsqu'une carte de soutien est utilisée, son effet est immédiatement appliqué. Toutes les cartes d'autres nations incluses dans cette extension comportent une icône spécifique. Il y a des cas particuliers avec la Bulgarie, la Croatie et la France de Vichy. Ces 3 nations sont alignées avec les forces de l'Axe par défaut, même si l'année de leur entrée en guerre doit être prise en compte, car elles ont combattu du côté allié vers la fin du conflit. La Bulgarie est restée neutre dans le conflit jusqu'au 1er mars 1941, date à laquelle elle a rejoint les forces de l'Axe. Le 9 septembre 1944, elle est passée du côté des Alliés, où elle est restée jusqu'à la fin de la guerre. Dans le jeu, lorsque vous utilisez des unités bulgares, tenez compte de l'année. 41 à 44, elles appartiennent à l'Axe. 44-45, elles rejoignent les Alliés et utilisent dans ce cas des jetons d'amélioration de l'Union soviétique. L'État indépendant de Croatie, fondé le 10 avril 1941 comme État satellite du Troisième Reich après l'invasion allemande du territoire yougoslave. Dans le jeu, vous pouvez utiliser des unités croates dans le scénario historique à partir de 1941. Pour la France de Vichy, après la signature de l'armistice, elle fait diviser en 2 zones. Au nord, la zone occupée, au sud, la zone libre, administrée par le régime collaborationniste de Vichy. De novembre 42 à août 44, la France de Vichy a fonctionné comme un État fantoche sous contrôle allemand. Dans le jeu, vous pouvez utiliser les unités de la France de Vichy pour le scénario historique de 40 à 44. Vous avez également les tirailleurs, ce sont les troupes coloniales ayant appartenu à l'armée française. Ils peuvent être utilisés à la fois comme unités de l'Axe ou des Alliés, car ils ont combattu des 2 côtés selon les périodes. Lorsqu'ils sont sélectionnés du côté allié, ils utilisent les jetons d'amélioration français. On trouvera également des règles optionnelles et des mises à jour pour des règles avancées. Et donc là maintenant, la 3e extension sur la France. Elle vient avec un quartier général, un dé à 10 faces, 110 cartes et une règle du jeu. Il y a de nouvelles capacités spéciales. La réserve, les unités avec ce mot coûtent -1 point d'action, s'il a déjà une autre unité alliée sur le champ de bataille. Il y a une mise à jour pour la règle avancée, et ça vous permet encore plus de variété, et d'encore plus pouvoir changer de deck et de faire un peu ce que vous voulez. Et ça vous permet donc d'encore avoir de la variété avec toutes ces cartes. Encore, c'est bien à chaque fois qu'ils mettent le dé. Donc moi j'ai beaucoup aimé aussi cette extension. Je trouve que toutes les extensions sont vraiment très utiles. Elles apportent un plus au jeu quand vous commencez à le connaître. Donc après les règles, les extensions, vous avoir parlé du mode solo, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Il y a des jeux qui se contentent d'évoquer la guerre, et puis il y a ceux qui la font respirer, palpiter, peser dans chaque décision. 2e tactique appartient à cette seconde catégorie. Ce n'est pas un simple wargame, c'est une bataille vivante, un duel de nerfs où chaque carte posée fait trembler la ligne de front. Ici, les dés ne tranchent pas le sort d'une unité au hasard, ils ponctuent un plan méticuleusement monté, parfois risqué, souvent dramatique. Dès les premières minutes, le temps est donné. Vous observez votre quartier général, fragile mais vital.
Vous alignez vos premières unités, calculez vos points d'action, hésitez. Un choix trop audacieux et votre ligne d'approvisionnement se brise. Trop prudent, l'ennemi grignote le terrain. C'est là toute la beauté du jeu. Il impose une tension continue, une sorte de respiration courte, comme celle d'un officier penché sur sa carte d'état-major. Chaque tour devient une micro-campagne, avec ses erreurs de calcul, ses coups de génie, et ces moments où tout bascule sur un jet. Le rythme du jeu est un petit bijou d'équilibre. Rien n'est précipité, mais rien ne traîne. On prépare, on avance, on tire, on résiste. La sensation de contrôle fragile est permanente, et c'est précisément ce qui rend les parties si captivantes. Ce qui frappe, c'est à quel point le jeu colle à son thème sans s'y perdre. Chaque mécanique semble répondre à une logique militaire. La gestion des points d'action évoque la logistique. Le ravitaillement structure la carte comme une véritable ligne de front. Et les terrains dictent les stratégies avec réalisme. Le jeu ne cherche pas à imiter la guerre, il en recrée le rythme. L'avancée prudente de l'infanterie, la puissance brutale d'un char, l'impact psychologique d'une frappe aérienne, tout sonne juste. Le système de combat, basé sur l'accuracy, les modificateurs d'évasion et les valeurs d'armure, donne des affrontements à la fois clairs, lisibles et diablement tendus. On ne lance pas un dé pour voir. On le lance en priant, en espérant que cette grenade atteigne enfin la tranchée ennemie, ou que votre char Sherman tienne une salve de Panzer à bout portant. Et puis là, ces petits détails. La phase de QG, où l'on gère un point d'action, la supply line, qui récompense la cohérence de votre déploiement, ou encore la mécanique d'assaut, qui transforme chaque case du plateau en un micro-drama militaire. Sous son allure intense, 2GM Tactics se révèle beaucoup plus fluide qu'on ne le croit. Les premières parties servent à maîtriser les fondamentaux. Tir, mouvement, déploiement, ligne d'approvisionnement. Et très vite, le jeu déroule ses couches de complexité. On découle les effets de terrain, les soutiens tactiques, puis viennent les règles avancées, aviation, transport, et également, chaque extension ajoute un morceau de réalisme, mais aussi de personnalité. Le jeu ne vous noie jamais, il vous fait grandir avec lui. On commence commandant, on finit stratège. Et pour les plus mordus, les extensions que j'ai eu entre les mains, Royaume-Uni, France, Total War, offrent une richesse d'options impressionnantes. Nouvelles cartes, nouvelles capacités spéciales, nouvelles façons de penser la guerre. Chaque nation a sa couleur, sa manière d'aborder le conflit. C'est simple, le jeu ne raconte jamais deux fois la même guerre. Chaque deck est une armée différente, chaque scénario est une histoire, chaque partie est une narration émergente née de vos choix. Un siège dans un village fortifié n'aura rien à voir avec une percée dans les plaines normandes. Et une armée construite autour de l'artillerie ne jouera jamais comme une force mobile de reconnaissance. Cette richesse vient du système de cartes lui-même. Le deck building transforme la préparation en phase stratégique à part entière. On pèse les coups, on imagine des synergies, on compose de sa doctrine. C'est un jeu de guerre certes, mais aussi un jeu d'esprit. La rejouabilité est infinie. Vous pouvez enchaîner les scénarios historiques, ou improviser vos propres batailles rangées jusqu'à trouver votre style de commandement. Et en solo, l'IA, bien qu'automatisée, conserve cette logique implacable. Elle avance, tient, recule, s'adapte. On sent qu'on affronte un adversaire crédible, pas une mécanique froide. Pas de fioriture inutile, le style graphique est fonctionnel, presque documentaire. On est plus proche du manuel de campagne que de la fresque cinématique, et c'est très bien ainsi. Les illustrations sont nettes, les symboles clairs, les nations identifiables au premier coup d'œil. L'univers visuel est cohérent, solide, presque militaire. Les cartes de terrain, les unités, les généraux, tout respire le souci du détail. On sent une vraie recherche historique, mais jamais au détriment de la lisibilité. Le plaisir est tactile aussi. Les cartes ont du grain, les jetons du poids, et la mise en place évoque une carte d'état-major qu'on aurait étalée sur la table d'un QG improvisé. C'est une immersion calme, pas de bruit de canon, mais cette tension silencieuse et préparatif. Ce moment suspendu avant l'assaut. 2GM Tactics s'adresse aux joueurs qui aiment la stratégie, mais pas forcément les jeux de guerre complexes. C'est un pont entre le wargame et le jeu de cartes tactique. Idéal pour les curieux qui veulent découvrir la planification militaire sans passer 3 heures dans des tableaux et les manuels. Il plaira aux passionnés d'histoire évidemment, mais aussi aux amateurs de bons duels, ceux qui aiment réfléchir, anticiper, feinter. Et surtout, il s'adresse à ceux qui cherchent un jeu à tension narrative, où on ne s'en contente pas de gagner, mais où on vit la bataille. Parce qu'ici, même la défaite raconte quelque chose. On perd rarement sa panache. Un des aspects les plus réussis du jeu, c'est sa capacité à évoquer la guerre sans jamais la glorifier. On y parle de courage, de calcul, de sacrifice, mais pas de triomphe aveugle. Chaque victoire a un coût, chaque erreur a une conséquence. Et c'est cette honnêteté thématique qui donne au jeu sa profondeur. C'est un hommage à la stratégie humaine, à cette intelligence du terrain, à cette tension entre décision et hasard, un jeu où l'on apprend à perdre avec style et à gagner avec précision. Au fond, 2GM Tactics est une expérience. Un jeu qui parvient à rendre la guerre intelligente sans être sèche et passionnante sans être spectaculaire. Chaque carte devient un pion du destin, chaque action une respiration de commandant, et quand le dernier déroule sur la table, quand votre QG tombe ou que votre char tient une salve miraculeuse, on a ce sourire rare, celui du joueur qui a vécu une histoire. Alors pourquoi le jeu fonctionne? Parce qu'il offre une vision claire et étendue du combat, qu'il combine rigueur et accessibilité, et qu'il réussit à la fois à être un jeu de stratégie et un jeu d'émotion. Ce n'est pas seulement une bataille sur table, c'est un morceau de l'histoire qu'on écrit, tour après tour, décision après décision. Et quand tout est dit, il reste ce silence lourd, celui d'un champ de bataille après la victoire, un silence de papier,
de dés et d'admiration. Donc voilà pour cette vidéo sur ce jeu que j'espère vous avoir envie de donner de découvrir. Il n'est pas disponible en français, mais c'est vraiment un jeu d'extrêmement bonne qualité, vraiment un très bon jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, ça me fait toujours plaisir. Comme je disais, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça m'aide pour le référencement et j'adore échanger avec vous. Vous pouvez également activer la petite cloche sur YouTube pour être tenu au courant des vidéos lorsqu'elles sont en ligne. Et vous trouverez sur la page principale de YouTube mes réseaux pour me suivre, pour être tenu au courant de tout ce que je fais. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!